Bonjour, dans le fond, aujourd'hui, on va vous parler d'anaplasma et Ehrlichia, qui sont deux maladies transmises par la tique qu'on le retrouve vraiment mondialement, que ce soit au Québec, aux États-Unis, au Canada, en Colombie, en France, bref, des tiques, il y en a partout, donc la maladie se retrouve partout. Donc, moi, je vais vous parler des tiques. La tique, c'est un ectoparasite de la famille des arachnides, donc elle va posséder 8 pattes. La tique, c'est souvent un vecteur qui va transmettre des maladies bactériennes, virales, de protozoaires, et en plus, elle va causer des lésions cutanées ou des petites éruptions, des petites plaques rouges, des petites enflures locales. La tique, aussi, ce qui est important à savoir, c'est qu'elle est hématogène, donc elle va se nourrir de sang. Donc, sans sang, elle ne peut pas survivre, ce qui peut être efficace dans certains cas. La tique responsable de l'anaplasmose chez le cerf de Virginie, les chevaux et tous les animaux de cette espèce, c'est les Ixiodes pacificus. Donc, cette sorte de tique-là. On ne les voit pas très bien, je suis désolée. Sinon, il y a les Ixodes scapularis qui, elles, vont transmettre l'anaplasmose chez l'humain, ici. Et il y a la Ripicephalus sanguinus, celle-là ici, qui va donner la maladie chez les chiens. Et aussi, elle va transmettre l'ehrlichiose humain, chien, pas mal tous les genres d'animaux. Ce qui est de particulier chez la Ripicephalus sanguinus, je suis désolée, c'est qu'elle va posséder des capitules ici. Jessica, pourrais-tu baisser sa tête? Elle est de forme hexagonale. Et c'est la seule tique répertoriée qui va posséder cette forme de capituli. Les autres vont avoir des formes un peu plus variées qui vont différencier les unes des autres. Aussi, ce qui est particulier chez les tiques, c'est qu'elle va avoir un dimorphisme sexuel. Comme on voit ici, ça c'est une femelle, ça c'est un mâle adulte. La femelle, elle va être... OK, on va y aller ici, place. Mâle, femelle. Le mâle va être 2 fois plus petit qu'une femelle à jeun, mais la femelle à jeun peut prendre au-dessus de 200 fois son poids. Là, ici, c'est juste, on le voit plus en 2D, là, mais en 3D, elle va aussi grossir, donc elle va être environ 200 fois son poids original. Et c'est à ce moment-là, lorsqu'elle va avoir rempli de sang, qu'elle va pondre ses œufs et elle va produire des milliers d'œufs, donc elle va produire des milliers de vecteurs pour différentes maladies. On va y arriver, je suis désolée. Petit problème technique. Donc, pour ce qui est du cycle de développement d'une tique, la tique, elle va se retrouver en œuf dans l'environnement. Et c'est là qu'elle va éclore pour donner une larve à 6 pattes. Donc ici, 6 pattes, une petite larve. À ce moment-là, elle va se nourrir sur un animal, elle va grimper sur ses pattes, elle va grimper avec ses pattes sur l'animal, se nourrir de sang, et elle va retomber sur le sol, et elle va devenir une nymphe. Ensuite, elle va encore se nourrir de sang d'un autre hôte, ou le même. Elle va retomber sur le sol et devenir adulte, mais pour qu'elle ait sa maturité complète, il faut qu'elle prenne un autre repas de sang. Et là, elle va se nourrir encore là d'un 3e hôte. La tique, elle ne naît pas parasitée, donc elle ne possède pas la bactérie à l'intérieur de elle lorsqu'elle est en œuf. C'est lorsqu'elle va piquer, donc soit lorsqu'elle va passer de larve à nymphe ou de nymphe à adulte, et de adulte normal à adulte complète. C'est à ces moments-là qu'elle va contracter la maladie. Donc, elle va piquer un animal qui va être infecté, préalablement infecté. Elle va s'infecter elle-même. La bactérie va se retrouver au niveau de ses glandes salivaires. Puis lorsqu'elle va piquer un nouvel animal, là, elle va transmettre la maladie. De plus, les tiques vont piquer les animaux proportionnels à leur taille. Donc, plus la tique est petite, plus elle va piquer un animal à sang chaud, donc souvent les mammifères, de petits, comme des rongeurs. Donc, la tique adulte, femelle, souvent, elle va piquer chiens, chevaux, humains. Et voilà. OK. Donc, moi, je vais vous parler premièrement de la maladie d'anaplasma causée par les tiques qu'on a montré. Premièrement, c'est important de savoir que c'est une maladie, une bactérie intracellulaire, puis c'est non contagieux, sauf si on le transmet par une transfusion sanguine
ou par voie intra-utérine entre une vache et son veau. Bon, de plus, on peut savoir que l'anaplasma, dans le fond, c'est des bactéries à gram négatif, puis ils possèdent une certaine particularité, c'est d'avoir une morula, qui est juste ici, sur oui, c'est le petit trou ici. Puis c'est des bactéries vraiment de petite taille, puis on doit les déclarer obligatoirement si on sait qu'on possède la maladie. Puis là, anaplasma, là, on peut les distinguer dans 3 catégories puisque ça affecte le sang. Premièrement, il y a l'anaplasma granulocytaire qui affecte les globules rouges. Puis l'animal infecté reste sensible à ça toute sa vie pour les infections. Puis il peut transmettre ensuite à son tour via son sang ou via un autre tic qui pourrait venir se gorger de son sang pour aller piquer un autre animal. Ensuite, on a anaplasma phagocytophyllum qui affecte plus les globules blancs de l'animal ou de l'humain. Puis ça, c'est causé par les tiques Ixodes capillaris ou Ixodes pacificus, qui sont la tique du chevreuil ou la tique occidentale à pattes noires. Les signes cliniques sont aigus. Il y a la fièvre, l'anorexie, léthargie, polyarthrite, boiterie et pour punir les signes neurologiques. Ensuite, on a anaplasma platis qui affecte les plaquettes sanguines. Puis ça, c'est probablement causé par Rhicephalus sanguineus, une autre sorte de tique, la tique brune qu'on a vue tantôt avec la petite tête hexagonale. Puis c'est ça. Les signes cliniques sont minimes chez le chien. Il y a fièvre, uvite, qui est l'inflammation de l'uvée, le centre de l'œil, patéchie, chymose et épistasie, qui est dans le fond du sang qui coule par le nez. Ensuite, on a aussi, il infecte aussi le bovin, l'anaplasmose. Souvent, la galaxie, donc aucune production de lait, est souvent le seul signe concret qu'on va détecter pour découvrir la maladie. Chez les cans, tu as la trachycardie, polypnée, ataxie, anorexie, fièvre ou édème distal des membres. Ces signes-là vont apparaître 6 à 9 jours après la piqûre. Chez l'humain, c'est un syndrome grippal. Tu auras l'éruption cutanée qui est assez rare, qui va être souvent remplacée par les troubles digestifs. Tu as un syndrome confusionnel associé aux signes respiratoires. Tu auras de la faiblesse. C'est les mêmes symptômes qu'une neutropénie, donc un taux bas de granulocytes. OK. Ensuite, pour distinguer l'anaplasma de l'Ehrlichia, je vais vous parler de l'Ehrlichia, c'est quoi? Dans le fond, c'est une maladie infectieuse non contagieuse. Puis, dans le fond, c'est encore une bactérie que l'on retrouve dans les monocytes sanguins, dans le fond, intramonocytaire. Puis, on la nomme Ehrlichia canis. Puis, c'est encore une maladie transmise par la tique brune qu'on a vue tout à l'heure, qui est Rhicephalus sanguineus. Puis, ça, c'est des bactéries à gram négatif, pour ceux qui se connaissent un petit peu en microbiologie. Puis, ils sont obligés d'avoir, sont intracellulaires obligatoires. Puis, ils sont pathogènes de petite taille et ils possèdent eux aussi une morula. Puis, ce qu'on peut dire aussi de Ehrlichia, c'est que ça infecte les leucocytes sanguins et les thrombocytes chez le chien. Dans le fond, les signes cliniques chez le chien, c'est après qu'il l'ait attrapé. La maladie s'exprime par une phase aiguë de 2 à 3 semaines avec l'apparition brutale d'une fièvre importante, d'un abattement, d'une perte d'appétit. Dans sa forme permanente, il y aura troubles hémorragiques divers, pétéchie, épistasie, hématurie. Il y aura une installation d'une anémie et amaigrissement de l'animal. Il y a aussi plusieurs autres types d'Ehrlichia, donc il peut y avoir articulation gonflée, dos courbé, vomissement, boiterie, diarrhée, hémorragie oculaire. Pour ce qui est de l'ehrlichiose
monocytaire humaine. Dans le fond, les signes cliniques chez l'humain, ça va être la fièvre, l'anorexie, la nausée, vomissement, les douleurs abdominales. Donc aussi de la myalgie, donc la douleur musculaire et des douleurs des articulations aussi. Donc, les méthodes de diagnostic chez l'anaplasmose et chez la lyciose sont semblables. Il y en a 4. Donc, on va avoir un frottis sanguin. Au microscope, on va pouvoir observer les morulas ici qu'on peut voir. Il va y avoir des morulas avec 3 lobules, d'autres à 5 lobules. Pardon. Il va y aussi avoir la culture bactérienne. Donc, la culture bactérienne se fait rarement au niveau des laboratoires parce que ça existe plus ou moins. Ça ne se fait pas sur des gélos, c'est dans des bouillons, puis c'est vraiment spécifique. Il y a peu de laboratoires qui la possèdent, qui possèdent les ingrédients pour faire le bouillon. Il y a aussi par la sérologie, donc un test ELISA ou un SNAP test comme on les appelle. Dans le fond, ça c'est la reconnaissance antigène-anticorps. Donc à la minute qu'un globule blanc va posséder l'antigène, ça va venir se fixer à l'anticorps, puis il va y avoir agglutination ou il va y avoir une petite coloration ici lorsque c'est positif. Il va y aussi avoir la méthode PCR, c'est la méthode la plus favorisée parce qu'il n'y a pas de faux test, il n'y a pas de faux négatif, parce qu'au niveau du frottis sanguin, des fois, il peut y avoir un artefact à la place d'une morula, et sérologie, des fois, ça peut être un faux positif. La PCR, il n'y a pas de faux positif. Peu importe la quantité d'ADN bactérien que tu vas avoir à l'intérieur de toi, le PCR va le reconnaître et va l'exprimer, et comme ça, on va pouvoir procéder au diagnostic. Les traitements pour la lyciose et pour l'anaplasmose sont semblables. Dans le fond, chez les humains et chez les chiens, on va utiliser la doxycycline. Ça, c'est une molécule qui empêche la fusion phagolysosomiale. Dans le fond, la fusion phagolysosomiale, c'est que... Pardon, excusez-moi. Un phagocyte, il va avoir... lorsque la bactérie va être phagocytée par le phagocyte, il va rentrer au niveau du lysosome, et là, c'est là qu'il va se faire détruire. Par contre, la bactérie, elle est résistante à énormément d'antibiotiques, sauf la doxycycline, et elle empêche cette fusion-là. Donc, la doxycycline et la tétracycline chez le cheval sont les seuls antibiotiques qui sont capables d'empêcher la résistance de la bactérie à cette fusion-là. Donc, ça va permettre au phagocyte de le détruire. De plus, chez le cheval, on va aussi donner des traitements asymptomatiques contre les symptômes, dans le fond. On va donner des fluides pour que l'animal reste déshydraté et on va poser, comme Erika disait, dans le fond, les chevaux vont faire de l'œdème au niveau des membres. Donc, on va poser des bandages pour réduire l'œdème le plus possible. Et pour terminer, la prévention chez le chien, on va utiliser souvent des produits à base de sélamectin, exemple de Révolution, la Dentage Multi, pour éloigner les tiques. Ou sinon, habituellement, les propriétaires se renseignent si la région où est-ce qu'ils vont aller marcher dans la forêt ou dans la région où est-ce qu'ils habitent, où est-ce qu'ils vont voyager, est beaucoup porteur de tiques. À ces moments-là, souvent, les propriétaires sont supposés regarder le poids de leur animal à la recherche de tiques. Donc, s'il y a des tiques, les retirer et aller voir une clinique vétérinaire pour procéder au traitement. Chez les humains, la méthode de prévention, c'est de porter des vêtements longs et foncés, donc exposer le moins de peau possible et aussi des couleurs foncées. Dans le fond, c'est moins attirant pour les tiques à aller piquer. OK. Donc, pour conclure, dans le fond, j'aimerais vous dire de faire attention à vous et vos animaux quand vous allez en nature ou peu importe, parce que dans l'environnement, il y aura toujours des tiques parce que c'est mondial, puis il y en a toujours partout. Donc, protégez-vous de l'environnement.